Mais c'est fou ça quand même. Les Anglais seraient presque prêts à quitter l'Union européenne. Bah mais moi je les comprends. Regarde l'Europe en ce moment, c'est Titanic qui heurte l'iceberg. Bon, plus sérieusement, ils ont quand même raison de partir tant qu'il en est encore temps. Hein. Et ce serait oublier toutes les réalisations de l'Union européenne. Le programme Erasmus, la libre circulation, la monnaie. Tu crois vraiment que les gens ont conscience de tout ça? Ceux qui ont toujours vécu dans l'Union européenne, oui. Mais regarde nos potes, ils sont nés avec l'Union européenne et pourtant ils sont d'accord avec les eurosceptiques pour le Brexit. Oui, mais si on leur enlevait l'Union européenne, les jeunes s'en rendraient compte et ils se mobiliseraient. Bah, j'en suis pas si sûr, tu vois. Et si on leur demandait? Pour toi, qu'est-ce que c'est l'Union européenne? C'est une bonne question. Alors l'Union européenne, pour moi, avant tout, c'est une idée. Diversité. C'est une construction européenne qui favorise seulement l'Allemagne, mais pas les pays du Sud. Alors, un vieux truc. L'Union européenne, ça part de la base d'une certaine solidarité, d'une forte pluralité et du respect aux autres. L'Union européenne, c'est plusieurs pays ensemble qui se réunissent pour parler de plusieurs sujets, l'environnement, l'économie et les pays qui se développent. Voilà. L'immense espace d'échange et de solidarité et où on est tous très différents, mais justement le fait de pouvoir discuter ensemble, se rencontrer et de voir qu'on a au final plein de choses en commun, c'est vraiment très enrichissant. Autoritaire, inefficace et pas transparente. Pour moi, l'Europe, c'est une association de gens très riches qui empêche les gens pauvres de rentrer en les massacrant. Voilà. L'Union européenne, c'est aussi un idéal. C'est d'aller vers quelque chose, c'est d'aller vers la coopération et vers le vivre ensemble. Le moteur franco-allemand. C'est agglomération de pays qui collaborent entre eux et qui sont là pour protéger la paix et maintenir la paix dans les pays. Je crois que c'est un peu comme un rêve, qu'il y a des pays qui étaient en guerre il y a moins de 100 années et que maintenant sont en paix, mais en plus en coopération. Pour moi, c'est une union. Aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes, l'Union européenne est quelque chose de naturel. Nous l'avons toujours connue et nous l'avons même intégrée dans nos actions quotidiennes. Mais la jeunesse connaît-elle véritablement cette organisation? C'est ce que nous avons voulu mesurer en allant interroger une cinquantaine de jeunes Européens de 15 à 30 ans avec cette première question. Est-ce que tu ressens l'Union européenne dans ton quotidien? Et l'Europe, elle est partout au quotidien. Donc il faut aussi que les gens puissent se dire j'y trouve un intérêt. À mon échelle, pas réellement. Comme j'ai dit avant, peut-être comme ça m'intéresse, je fais un peu de recherche et du coup j'arrive à comprendre des choses qui nous affectent, mais assez indirectement, mais pas réellement. Même si je suis à Strasbourg, capitale de l'Europe, je ne me sens pas réellement. Direct, pas spécialement. La seule chose qu'on peut remarquer, c'est le passage avec la frontière ou les choses comme ça. Mais je n'ai jamais ressenti quelque chose où je me suis dit ça c'est l'Europe qui l'a fait dans mon quotidien. En tout cas. D'autres pays européens aussi? Directement des collègues ou des supérieurs, non, pas directement. D'accord, donc il y a un peu tu vois l'Europe de façon indirecte via les patients qui viennent à l'hôpital de Haute-Pierre. Plus par les patients ou, comme dit, exceptionnellement par des médecins étrangers qui viennent. Oui, mais pas parce que je suis au courant de ce que finance l'Union européenne. Je trouve qu'on a beau avoir étudié ça en cours, en fait, on ne se rend pas compte de l'influence que ça a sur nos vies en tant que jeunes et que citoyens, parce que de toute façon, déjà on a toujours été dedans, donc on ne sait pas ce que ça ferait si on ne l'était pas. Ouais. Je peux vraiment pas répondre à cette question, je crois. Après, par rapport à ce qu'on a comme opportunité, par exemple, d'aller en Allemagne, à quelles sont les frontières, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Non. Oui et non. En fait, je suis mitigée, quoi. Oui, parce que je vis à Strasbourg, je suis tout le temps en contact avec des jeunes, dans les associations aussi dans lesquelles je suis engagée, c'est pareil, on est beaucoup en contact avec des jeunes de toute l'Europe, du coup je le ressens bien. Et, oui, je sens vraiment une présence européenne dans mon quotidien.
La première chose qui me vient quand quand je pense à l'Europe, c'est que je pense à ma grand-mère, qui elle a vécu pendant la guerre, qui m'a élevé. Et elle me disait toujours, elle me parlait toujours de la guerre. Et du coup, pour elle, l'Europe, c'était vraiment ce qui nous protégeait de la guerre, ce qui allait faire qu'on était en sécurité et qu'on n'allait pas avoir ces soucis encore. On peut penser aux standards alimentaires plutôt qu'aux règles à propos de la privacy ou aussi, je pense, aux droits de propriété intellectuelle. Donc, je crois que c'est très important d'avoir une régulation supranationale dans ce domaine. Oui, je crois ça. En fait, en Espagne, je ne sais pas si c'était comme ça en France, mais on a eu les services militaires obligatoires. Et en Espagne, on dit que l'Erasmus, c'est comme... on appelle les services militaires obligatoires MILI, c'est l'abréviation. Alors, il y a je ne sais pas comment dire, une expression qu'on dit l'Erasmus, c'est le nouvel service militaire obligatoire parce que tout le monde le fait, mais dans les bons sens, bien évidemment. Et c'est comme tout le monde fait ça, on doit faire ça pour devenir plus indépendant, adulte. Et oui, grandir, je crois que oui, il y a une génération Erasmus. Pour une grande majorité de nos jeunes interviewés, l'Union européenne ne joue donc pas un rôle fondamental dans leur vie quotidienne. Mais le fait de ne pas prendre en compte l'Union européenne dans leur quotidien n'est-il pas un frein au développement de leur identité européenne? Que répondrait-il à la simple question « Vous sentez-vous européen ?» C'est ce que nous leur avons demandé. Alors je pense que oui, alors peut-être pas comme on l'imagine, comme voilà, un sentiment, comme on pourrait avoir un sentiment national français, pas dans ce sens-là. Plutôt dans le sens où on a quand même tous connu des moments de l'histoire en commun, des périodes d'immigration en commun dans l'histoire, des courants culturels, artistiques, architecturaux qui se sont croisés et qu'on peut retrouver partout en Europe où qu'on aille. Donc déjà de ce sens-là, voilà. Et sinon aussi au niveau des idées, des cultures partagées. Toujours avec beaucoup de différences, mais tout de même un fond et des valeurs qui se retrouvent. C'est très intéressant de voir qu'on est tous attachés d'une façon ou d'une autre au symbole de l'union, au symbole de ce get-together, de ce rassemblement de nationalités différentes qui ne partagent pas forcément les mêmes coutumes, pas forcément les mêmes traditions, mais qui décident de se mettre ensemble pour construire un continent et une économie. Et ça, je pense que ça fait quand même une unanimité. Même aujourd'hui, en tant qu'Erasmus, je sens que j'ai fait partie d'une certaine manière dans l'Assemblée de l'Union européenne. Comme je le disais, moi je me sens plutôt premièrement français et après européen, oui. Je me sens aussi principalement française avant de me sentir aussi européenne. Okay. Oui, donc pareil, d'abord française et après européenne, mais après je pense que c'est normal parce que il y a des politiques plus directes qui nous touchent nous puisqu'on est français, et après il y a des politiques plus extérieures qui nous touchent parce qu'on est européen. C'est pas qu'on se sent pas français ou pas européen en fait, c'est plutôt citoyen du monde. Moi j'ai plus l'impression d'appartenir au monde plutôt que d'être européen ou juste français en fait. Je me sens pas tellement européenne dans le fait, je me suis jamais intéressée donc je ne sais même pas ce que c'est de se sentir européenne. Alors c'est un peu complexe comme question, mais je dirais oui, dans le sens ouverture sur les pays au sein de l'Europe. Tout simplement parce que c'est une réalité et qu'on le veuille ou non, il n'y a pas de peuple européen. C'est-à-dire qu'il y a des nations d'Europe, il y a des peuples européens, il y a des langues européennes, mais il n'y a pas de langue européenne. Il n'y a pas de peuple européen, il y a une civilisation européenne. Cette civilisation, moi j'y suis attaché personnellement, je me sens d'abord français, puis européen, parce que je partage avec mes concitoyens européens des traits culturels communs, une civilisation, mais pas une nation, tout simplement. Et aujourd'hui, le grand tort des Européens, des européistes, c'est de croire qu'on peut créer un État supranational européen sans avoir deux peuples derrière. Et ça ne marche pas, et on le voit très concrètement aujourd'hui dans l'inefficacité des politiques qui sont menées. Je me sens plus française avant tout, et pour moi, l'Europe, c'est vraiment en dernier plan. D'abord française et européenne, voilà. Ensuite. Oui, je me sens plus proche de mon pays, on va dire, que de mon continent. Je me sens plus français qu'européen, on va dire. Je me sens plus espagnole qu'européenne. Parce que je crois que l'identité européenne est fondée surtout dans des aspects économiques. Et je ne crois pas qu'il y a une identité culturelle européenne parce qu'on est de très différents pays avec très différentes histoires. Je ne dirais pas que je me sens spécialement européen, je me sens plus français avant tout.
Mais le fait d'être justement à Strasbourg, à la frontière, avec le Parlement européen, les institutions, etc., évidemment, ça me fait prendre conscience de l'Europe qu'il y a autour de nous. Je me sens... c'est différent. Je me sens espagnol, je me sens de ma région, de l'Andalousie, mais je me sens aussi européen. Nous l'avons compris, un grand nombre de personnes interrogées reconnaissent une appartenance à l'Union européenne. Mais ce sentiment semble moins fort que celui de l'appartenance nationale. C'est peut-être ce qui explique le taux d'abstention lors des dernières élections européennes qui s'élève à 72% chez les 18-34 ans selon la Commission européenne. Mais qu'en pense réellement la jeunesse? J'ai fait le choix de ne pas voter parce que ça serait participer à un simulacre de démocratie selon moi. Non, malheureusement. D'accord. Et je pense défaut de temps. Et ouais, effectivement, défaut de temps et même voyant pas l'intérêt, j'ai pas cherché à m'investir dedans. Sur l'abstention des jeunes, alors c'est vrai, c'est des chiffres voilà, dramatiques et les jeunes sont la catégorie de la population qui vote le moins, mais c'est valable pour les élections européennes, c'est valable pour les élections nationales, les élections locales, c'est valable pour toutes les élections. C'est une tendance lourde, mais qui a tendance à s'aggraver et c'est ça qui est inquiétant. C'est facile ça, il faut quand même le reconnaître, même si par exemple pour les élections européennes on n'est pas forcément au courant. On sait que ça existe quand même, qu'il y a des élections européennes, l'Union européenne on en parle quand même tous les jours à la télé, surtout en ce moment. On en parle quand même à l'école, les gens nous disent qu'il n'y a pas assez d'informations à l'école, mais moi quand j'étais au lycée, que ce soit en première, seconde et terminale, j'ai quand même fait un gros paquet d'histoires sur l'Union européenne, tout comme des milliers d'autres lycéens. Donc je pense que c'est triste à dire, mais c'est peut-être en fait une volonté des gens en fait, de ne pas s'y intéresser. Je me situe devant le Parlement européen à Strasbourg. Ici se tiendra les 21 et 22 mai 2016 un grand rassemblement de plus de 7000 jeunes européens. Ils réfléchiront ensemble à ce que signifie être européen aujourd'hui. On a pourtant l'impression que l'implication des jeunes dans l'Union européenne est en général beaucoup moins forte. Alors la vraie question, c'est de s'interroger sur la capacité de l'Union européenne à mobiliser ces jeunes dans la durée. Ouais, voilà, enfin je sais pas, aujourd'hui j'ai que 20 ans, je peux pas savoir où je serai dans 10, 15, 20, 30 ans, mais j'ai envie de me battre pour l'Union européenne, pour l'Europe, ouais, pour ses valeurs. Du haut de mes 19 ans, tout simplement me laisser m'indigner quand quelqu'un dit quelque chose qui me déplaît. Sur le terrain, de leur montrer sur le terrain, par des actions concrètes, que l'Europe c'est pas si lointain que ça. Le but de mon engagement, ou en tout cas de l'engagement des jeunes européens, c'est aussi d'élever le débat, de créer un espace public européen, de pouvoir créer un vrai débat au niveau européen sur les questions européennes, entre les différents citoyens, et d'essayer de casser ces frontières qui nuisent finalement aussi au débat et qui nuisent à l'intérêt. Je veux dire, je comprends tout à fait finalement les électeurs qui ne savent pas pourquoi ils votent, pourquoi ils iraient voter. Les jeunes se disent pourquoi aller voter, je vais pas me déplacer, j'ai autre chose à faire, qu'est-ce que l'Union européenne ? Je veux dire, s'il ne comprend pas l'Union européenne, qu'il n'aille pas voter, ça me paraît tout à fait évident. Et tous les jeunes ont la parole aussi, voilà, ils sont sur un pied d'égalité face voilà, aux responsables politiques et peuvent les interpeller directement. À quoi sert le Parlement européen? Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'eurodéputé? En quoi, voilà, le chômage des jeunes, par exemple, qu'est-ce que vous faites sur cette question? Sur la crise des réfugiés, qu'est-ce que vous avez fait au Parlement européen? Donc, ça permet de créer dialogue. Voilà, c'est ce qu'on fait. Alors, c'est à petite échelle, c'est sur le terrain, mais je pense que agir sur le terrain, c'est la meilleure manière de répondre à cette défiance. C'est à mon avis d'ailleurs la seule qui peut marcher. Prix européen de l'éloquence, c'est l'occasion pour des étudiants des quatre coins de l'Europe de pouvoir débattre, de pouvoir discuter, échanger sur des questions de la construction européenne, le temps d'un débat alors au Conseil de l'Europe comme des tribuns en fait à dimension européenne. Donc c'est un moment de réflexion mais aussi d'échange. Et donc on a fait ce débat-là pour un petit peu tâter le terrain, voir comment les gens pourraient réagir à ça. Il n'y a que du positif, pourquoi? Parce que certes c'est important de faire un réveil citoyen en France où on peut tenter d'influer sur les politiques publiques françaises, mais il est vrai que beaucoup de décisions se prennent à Bruxelles ou à Strasbourg, dans les enceintes européennes, et qu'il est très important de pouvoir faire également du lobbying par là. Alors,
Dans un premier temps, moi je pense que l'Union européenne ne fait pas suffisamment sa bonne publicité et sa bonne promotion. But most of that is generally just almost propagandistic, always trying to convince, trying to tell people how great Europe is and how wonderful it is and what it has done for the citizens. But it's very much a one-way street in a way, and there is very little way for European citizens, I think, to give feedback or to get involved in the political process. Je ne sais pas si du coup, par la télé, par ce type de médias, on arrivera à gérer les jeunes, mais du coup, plutôt Twitter, Facebook, voilà, les réseaux sociaux en général, je pense que ça peut être un bon axe pour l'Europe. No one can ever be against creating opportunities for young people from across Europe to come together. And you get these kinds of events popping up all over Europe. So most of the people that you get at this event are people who are, to my knowledge, fiercely pro-European already, which of course is fine. There's no problem whatsoever with that. But I think more these other kinds of events which are about sports or about politics in general or academic exchange via the Erasmus program, all these kinds of things actually do more to build the European identity. Salut Martin. Salut, ça va? Ouais, toi? Alors comment ça se passe? Bah t'as raison, l'Union européenne c'est pas encore ça. Le constat est plutôt sévère. On a l'impression que l'Union européenne ne les dérange pas dans la vie de tous les jours, mais ils semblent avoir du mal à se l'approprier. Ouais, je rejoins ton constat. Mais pourquoi est-ce que c'est si dur de mobiliser? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de rassembler, de créer une identité européenne? Demandons-leur. Et il suffit d'aller voir une mairie, d'aller voir une assemblée régionale ou d'aller voir une assemblée nationale. On s'aperçoit que tout tourne autour de l'Union européenne, mais que personne n'en parle. C'est-à-dire qu'on a complètement oublié cette base fondamentale. On a aussi oublié pourquoi on a créé l'Union européenne. Parce que tout simplement, je pense qu'ils n'ont pas conscience des accords de Schengen, de la monnaie qu'ils peuvent utiliser dans n'importe quel pays européen. Donc c'est pour ça aussi que je pense que les gens, comme c'est des acquis, ne s'interrogent pas plus que ça. L'Europe se vit très différemment suivant déjà son origine, mais aussi ses voyages, ses rencontres. Je crois aussi que l'Europe est très mal enseignée. Enfin, en France, j'ai l'impression que la thématique européenne est très peu présente dans les cours d'histoire ou de géographie, c'est très rapide. Et l'Union européenne, c'est un des points sur lesquels on ne s'attache pas trop. Bon, alors l'Europe, on sait les pays fondateurs, les trucs, on sait combien on a de pays, mais comment ça fonctionne exactement, quel est le rôle de Bruxelles, quel est le rôle de Strasbourg, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils gèrent sur les États, sur les trucs. L'Europe, c'est pas sexy pour les médias français. Le drame, même les médias n'en parlent pas. Toutes les décisions importantes et fondamentales pour notre vie quotidienne qui passent par le Parlement européen sont complètement oubliées. Le problème, selon moi, c'est qu'il y a un manque de diffusion dans les médias de tous les jours de l'Union européenne. L'Union européenne fait des choses géniales au quotidien qui changent nos vies à tous, tout le temps, mais personne ne le sait parce qu'aux 20h, on n'a pas les questions de l'Union européenne. On a la France, on a les relations diplomatiques de la France, on a l'économie, le foot, mais on n'a pas une rubrique dédiée, par exemple, aux séances qu'il y a au Parlement européen ou à la Commission européenne. Et donc, je pense que l'Union européenne n'est pas assez présente dans nos vies. La couverture médiatique est assez légère du point de vue du rôle de l'Europe. C'est vrai qu'on ne nous informe pas assez. Il y a des efforts qui sont faits en classe, on étudie ça en histoire géo, en éducation civique, mais c'est vrai qu'en dans la vie de tous les jours, on ne voit pas toujours. On le ressent pas dans les informations, les médias et tout ça, on n'en parle pas trop. En fait, j'aimerais plus la ressentir, mais je sais pas, en fait, avec tout ce qui se passe en ce moment dans l'Europe, je sens plus une cohésion et une union, quoi, enfin. Notamment, par exemple, la crise des migrants qui complètement dissout l'Europe. Internal proceedings at the EU, I know not that much. But still, I think that right now, with the refugee crisis, etc., response has been too slow, too unspecific. There has not been lots of unity in the EU as well. Je pense que de façon générale, il n'y a pas assez de coopération au niveau européen. C'est très individualisé par État qui agit en fonction de ses capacités. Et ça serait bien qu'il y ait plus de cohésion
notamment avec les États de l'Est qui ferment leurs frontières. Donc je pense que c'est pas assez organisé à une échelle plus générale. Nous avons la responsabilité d'aider et de ne permettre pas que ça continue comme ça. J'espère que l'Union européenne va continuer, mais c'est vrai que, comme on voit actuellement, elle est parfois remise en cause avec, par exemple, le problème d'immigration actuellement. Aujourd'hui, les gens se sont convaincus, mais que ce soit jeunes ou adultes, se sont convaincus, se sont ancrés dans le fait que l'Union européenne, ça va pas marcher, que ça a jamais marché, qu'aujourd'hui les résultats, ça va pas, et si aujourd'hui ça va pas, c'est à cause de l'Union européenne. On va pas se mentir, Martin, il y a quelque chose qui est assez évident, c'est que l'Europe est en difficulté et qu'il est difficile d'y croire en construction européenne quand on est jeune, quand on voit qu'on n'arrive pas forcément à trouver un travail dans son pays et on se dit c'est de la faute d'un tel ou de l'autre, et parfois ça tombe sur l'Union européenne qui se trouve être le bouc émissaire de beaucoup de personnes. Il y a aussi le fait que on a l'impression que les échecs sont européens, que les réussites sont nationales. Aux informations, on ne parle jamais d'Union européenne, ou alors on n'en parle que de manière négative. Et je le disais, je crois que les États membres aussi se dédouanent beaucoup en disant que ce n'est pas leur faute et que c'est la faute de Bruxelles. Oui, on peut tout à fait parler de déficit démocratique, c'est ce qui est souvent, c'est le terme utilisé par les journaux et les médias. Comprendre et de s'intéresser à la vie politique de Bruxelles, ça paraît trop technique, trop technocrate. Et je pense qu'il faut recentrer le citoyen au cœur du débat. Ce manque de participation, ce manque d'intérêt pour la politique, il est assez général. S'il est plus prononcé en tout cas pour l'Union européenne ou en tout cas au niveau européen, c'est aussi parce qu'on n'a pas construit l'Europe politique. On n'a pas non plus... il y a quelques institutions, le Parlement européen est cette institution qui représente vraiment les citoyens et donc où il y a un vrai débat européen et démocratique, on peut le dire. Et c'est pourtant une institution qui manque de visibilité, qui a encore du mal à se faire entendre. On a beaucoup de conférences, on a beaucoup de personnes qui viennent parler, nous dire ce qu'ils pensent des personnalités publiques. On n'écoute pas les citoyens, on ne nous écoute pas nous, on ne vient pas dire qu'est-ce que tu penses de ce sujet, et on peut chacun avoir notre opinion sur un sujet ou un autre. Et je pense que c'est pour ça qu'en partie notre think tank marche et qu'on a eu cet engouement. They try to go too far, too quickly. Without the public of the various member states really being on board with it. Clairement, l'Europe n'est pas assez sociale et je dirais pas, dans l'absolu, j'aurais préféré une Europe sociale, mais je vais pas le dire, parce que c'est ce que nous disent par exemple les socialistes. C'est incroyable, les socialistes, on regarde depuis 40 ans, ils disent ce qu'il nous faut, c'est une Europe plus sociale. Mais cette Europe sociale ne viendra jamais. Donc je vais encore faire référence au fait que c'est l'article 48 du TUE. Les traités ne changent qu'à l'unanimité. Donc, sachant que dans l'Union européenne, on va dire qu'il y a une bonne moitié d'États qui sont gouvernés par des libéraux comme David Cameron, par exemple, ou Angela Merkel, jamais tous ces chefs d'État-là ne vont voter les traités pour y inclure des dimensions sociales. Ces traités sont voués à rester libéraux. On ne pourra jamais les faire évoluer vers une dimension plus sociale. Donc moi, ce que je voudrais, c'est plus une Europe sociale parce que j'ai compris ou j'ai cru comprendre que c'était pas possible. Ce que je voudrais, c'est la possibilité retrouvée pour la France et pour les autres pays européens d'appliquer des politiques sociales, parce que oui, l'Union européenne est beaucoup trop libérale à mon goût. Les projets de l'Union européenne sont lentement mis en place, les procédures sont très lentes. Pour moi, c'est bien de se balader un peu partout, mais il faudrait quand même qu'à l'entrée des pays, il y ait quand même un contrôle, un niveau de contrôle minimum. Parce que, comme on a pu voir avec les attentats, le monsieur qui se balade en France, qui après se balade en Allemagne, après qui se balade à Londres, en n'ayant quasiment jamais été chopé par la police. Je pense que quand les pays sont rentrés dans l'Union européenne les uns après les autres, ils n'ont pas forcément tous eu conscience de la même manière de ce que ça représentait, de ce que ça impliquait, de la manière dont ça allait fonctionner, des changements que ça allait produire aussi pour chaque pays. Oui, Sarah, c'est moi. Alors, ça se passe comment? À première vue, c'est pas top. Ouais, pour moi, c'est pareil. Je sais pas comment l'Union européenne a fait pour tenir dans de telles conditions. T'es un peu sévère quand même. Certes, l'Union européenne a des problèmes, mais c'est la prise de conscience qui permet de les régler. Or, tous les jeunes qu'on a rencontrés jusqu'à présent semblent avoir leur mot à dire sur le sujet. Ouais, t'as raison.
Tu vois, tout n'est pas si noir. C'est qu'avec tout ça, on en oublierait presque les réussites et l'avenir de l'Union européenne. La réussite? Quelle réussite? Ce n'est pas à moi de te le dire. Ouais, en fait, depuis toujours, depuis que je sais que c'est l'Union européenne, j'étais toujours persuadé que c'était une des meilleures idées qu'on ait dû se faire depuis sa création. Et même en résidant en France, je me rends compte que c'est vraiment, que c'est très bien d'avoir cette possibilité de pouvoir faire des études dans n'importe quel pays qui fait partie de l'Union européenne. Je trouve que c'est bien pratique. Aspect positif, c'est le fait que je pouvais venir ici pour faire mes études. C'est vraiment un avantage que, par exemple, mes parents ne pouvaient pas imaginer dans l'époque socialiste. Et vraiment, le fait que je peux rentrer quand je veux, je peux revenir, c'est grâce à l'Union européenne et grâce à l'espace libre aller-venir que je peux être là. C'est très intéressant parce que maintenant, moi, dans la navigation, je vais dans plusieurs pays. Donc, par exemple, on va en Luxembourg ou dans d'autres pays. Ben, si on a la même monnaie, c'est plus simple que de se trimballer avec des billets différents à chaque fois, avec un autre portefeuille. Par exemple, des Deutschmark en Allemagne, ben, c'est plus intéressant d'avoir l'euro partout, quoi, entre guillemets. Dans la vie quotidienne, je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais l'Union européenne a une place quand même très importante au niveau de plein de choses. On ne s'en rend justement pas forcément compte, mais rien que, par exemple, je sais pas, la monnaie, tous les jours, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Le fait qu'il y ait une monnaie commune, je pense que ça facilite pas mal de choses au niveau des échanges. Non, mais c'est quand même le fait de pouvoir se déplacer, ne serait-ce que dans toute l'Europe, ça devrait nous faire sentir européens. Ouais, librement, ça c'est... Du coup, Schengen, ça vous parle? Bah ouais, c'est quelque chose de positif, enfin pour ma part. Ouais, non, mais c'est appréciable. Après, ça demande peut-être à être un peu plus mis en valeur parce que, surtout aujourd'hui, c'est vrai qu'on le critique un peu. Il faudrait peut-être imposer un peu plus de règles pour justement pouvoir en profiter plus. On appelle la génération Erasmus, qui elle expérimente l'Europe grâce à la mobilité. Aujourd'hui, il s'agit peut-être de développer aussi, des initiatives telles qu'Erasmus, d'élargir ce dispositif pour rendre plus mobiles les jeunes, pour les faire appréhender vraiment ce qu'est l'Union européenne, ou en tout cas l'Europe en général, cette citoyenneté européenne, qu'ils en connaissent les droits, qu'ils en connaissent peut-être aussi les devoirs. Et c'est aussi ça, je pense, tant que les jeunes n'auront pas cette expérience de la citoyenneté, ils ne pourront pas se sentir eux-mêmes européens. Voilà, l'Union européenne a des fonds, les fonds FEDER de développement régionaux ou le Fonds social européen, le FSE, qui, sur certains critères, va aux régions pour une création de projets, porteurs de projets. Donc ça, c'est aussi important pour que le citoyen voit que l'Europe fait quelque chose, de se dire, bah tiens, ce terrain de foot pour une association a été financé pour moitié par l'Union européenne. Ça, c'est des choses qui seront porteurs parce que c'est du concret. À mon échelle, peut-être pas, mais je sais que avec toutes les subventions qui sont données par la Commission européenne pour les agriculteurs et tout ça, je sais qu'il y a des choses qui se passent. La jeunesse d'aujourd'hui a toujours vécu avec l'Union européenne, mais ne la comprend pas ou alors ne la connaît pas très bien. C'est-à-dire que nous, on est nés dans l'Union européenne, on ne connaît que ça, on a toujours entendu parler de ça, mais en même temps, on ne pourrait pas dire comment ça se passe, qui est par exemple... énormément de personnes ne savent pas qui est le président de la Commission européenne ou quel est le processus décisionnel, ce qui est tout à fait logique. Mais du coup, on ne connaît pas l'Union européenne, mais en même temps, on a toujours vécu avec. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour que notre génération, qui soit née avec cette union, puisse ensuite la réformer ou en tout cas en faire quelque chose? Et parce que là, on est un peu, à mon avis, on est dans une situation d'entre-deux où on n'arrive pas à avancer, mais en même temps, certains aimeraient reculer, donc on est un peu coincé. Et je pense que c'est notre génération qui devra faire la différence. Plus de scepticisme entre les gens qui sont plus âgés, pas jeunes. Je crois qu'il faut unifier beaucoup de choses. Par exemple, les décisions européennes permettent que décisions européennes attaquer la santé publique espagnole. Je veux que la santé publique espagnole, la française et l'Allemagne, tout se décide dans le même lieu. S'il faut la réduire, tous les Européens réduisent en 3, mais tous les mêmes 3. Je crois que je suis fédéraliste. Moi, je pense que c'est plutôt réalisable, une Europe fédérale. Dans ces périodes dans lesquelles on sort
et de l'eurocentrisme. Et c'est très très important de renforcer la position de l'Europe et pas de chaque État en face du monde. Et c'est pourquoi on ne peut pas penser à la diplomatie internationale hors des institutions communautaires. Pour moi, l'avenir, c'est l'Union européenne, pour l'avenir de tous les pays européens. Et donc, une fois qu'on aura enlevé notre casquette, on va dire, en tant que français, on est avant tout européen. Et donc, quand on arrivera à ça, on aura gagné, je pense. Moi, ce que j'en pense, c'est tout ça. Moi, je suis un fédéraliste convaincu. Je suis persuadé qu'il faut élire un président européen. Je suis persuadé qu'il faut supprimer tout ce qui est instance doublon. Je suis persuadé que le Conseil des ministres devrait exister, mais que ça ne devrait pas être un Conseil des ministres comme il l'est à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ça devrait vraiment être quelque chose de fédéral, avec un ministre de l'Intérieur européen, avec un ministre des Affaires étrangères européen, ce qu'on a d'ailleurs un petit peu. Et c'est pour ça que je le trouve très important qu'on puisse avoir toute cette divergence de vues, parce que ma vision n'est pas une vision unilatérale, une vision qui est une vision que personne n'est obligé de partager, et je l'enrichis grâce aux critiques de ceux qui sont eurosceptiques. Ce serait qu'on aille vers une Europe fédérale, et j'ose le dire, un État européen. Une Union européenne avec un vrai État, où on laisserait tomber les nations, il y aurait plus de... La France deviendrait alors une région, un État fédéré, comme il y a aux États-Unis, avec évidemment nos disparités culturelles. Je veux dire, je suis alsacien, je suis très attaché à la culture alsacienne, mais ça m'empêche pas de me sentir français et aujourd'hui de me sentir européen. Je suis anti-européen. Si être anti-européen, c'est être contre l'Union européenne, mais je suis pas anti-européen au sens où, de base, je suis pas contre une construction européenne, comme ça a pu être le cas au début avec la communauté économique, etc. Mais je suis contre l'Union européenne telle qu'elle existe depuis le traité de Maastricht de 1992, donc oui, eurosceptique. Le problème de l'Union, c'est qu'on a voulu substituer aux politiques l'économique. On a créé une gouvernance économique, mais qui n'est plus responsable devant la population. Et c'est ça que je reproche aujourd'hui majoritairement, c'est conduire des politiques inadaptées qui mènent à la régression sociale et qui ont complètement évacué le politique de la décision des problèmes publics. Mais simplement détruire les nations européennes en leur privant de leur pouvoir régalien, mais on ne les a pas transférées dans le même temps à une autorité supranationale qui aura été démocratique, contrôlée par le pouvoir politique, c'est la Banque Centrale Européenne, la Cour de justice, c'est des gens qui ne sont pas élus, donc qui dirigent aujourd'hui, qui ont le pouvoir, parce qu'on a privé les nations du pouvoir, qui ont le pouvoir mais qui ne sont pas responsables devant le peuple. Finalement, comment définir cette génération UE ? Une définition plurielle, une vision assez partagée. Mais bien souvent, il est difficile pour les jeunes de se représenter ce qu'est l'Union européenne et son action au quotidien. Certains jeunes estiment que cette méconnaissance est due à un mauvais enseignement de l'Union européenne, un enseignement trop historique qui conduirait à ne pas comprendre et donc à ne pas s'intéresser aux problèmes contemporains. D'autres estiment que l'Union européenne ne communique pas assez avec ses citoyens, qu'elle n'est pas assez démocratique, que son action n'est pas assez claire, ce qui conduit une grande partie de la jeunesse à s'abstenir lors des élections. Au cours de nos entretiens, beaucoup de jeunes ont refusé de s'exprimer, mal à l'aise à l'idée de livrer une opinion sur une organisation qu'ils ne connaissent pas ou peu. L'Union européenne est bien différente de celle avec laquelle on a grandi. Elle est aujourd'hui moins insouciante et plus divisée. La crise des migrants, la fermeture des frontières, la menace terroriste ou encore l'affirmation du nationalisme sont des phénomènes, des problématiques qui vont influer grandement sur l'avenir de l'Union européenne. Certains jeunes misent sur le fait que c'est notre génération qui devra trancher, faire un choix entre plus de nationalisme ou plus de fédéralisme. Si l'Union ne fait pas nécessairement consensus, aucun de nos interviewés ne s'est prononcé contre un rapprochement des peuples. De ce point de vue, au moins, il y a des similitudes qui apparaissent très clairement. Des ressemblances et des différences qui forment la richesse de la génération UE. Déjà de rencontrer des gens, je pense que c'est important aujourd'hui pour comprendre certaines problématiques, d'aller sur le terrain et de les rencontrer. Et je pense que le vrai point positif ici, c'est d'avoir confronté ce qu'on connaît ici à Sciences Po, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'être confronté à l'Europe et de se rendre compte dans ce projet que finalement, les gens, ils connaissent pas l'Europe. D'écouter les gens, d'écouter leur opinion sur l'Europe et surtout de la confronter à la mienne, parce que pour nous à l'IEP c'est toujours très évident qu'à Strasbourg il y a un Parlement européen, et de se confronter à des gens qui savent même pas ça par exemple, c'est super intéressant parce que ça permet de se remettre les idées en place. Réfléchir, de voir justement notre film évoluer, voilà, se construire avec le temps et puis donner le résultat qu'on a aujourd'hui, quoi. Ça avait un petit côté expédition, prendre la voiture, de patrouiller comme ça et d'aller aborder les gens qui marchent pour leur demander si vous voulez répondre à nos questions. Je pense que c'est intéressant, voilà, de faire de prendre ce genre d'initiative pour ensuite essayer d'en ressortir quelque chose. Donc nous, à notre niveau, c'est sûr qu'on n'a pas
on n'a pas les solutions, on ne peut pas dire voilà il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, mais ne serait-ce que faire prendre conscience aux gens que oui, bon l'Europe c'est bien, mais il y a quand même beaucoup de problèmes, de dysfonctionnements. Je pense que c'est déjà un bon point de départ en fait. Quand on va dans la vie réelle, on se rend compte que beaucoup de gens n'ont pas de point de vue très développé sur la question.